Prenez un morceau de bois, n'importe lequel. Vous pouvez le casser, le brûler, le laisser dehors quelques années, il finira par disparaître. C'est ce que fait le bois, c'est ce que fait tout ce qui a été vivant. Maintenant, imaginez un tronc d'arbre qu'on peut rayer avec du métal. Un tronc qui ne brûle pas, qui ne pourrit pas, qui ne se compresse pas même sous des tonnes de roches. Un tronc qu'on retrouve intact après 300 millions d'années, dans des déserts où plus rien ne pousse depuis longtemps. Et quand on l'analyse, ce n'est pas du carbone qu'on trouve à l'intérieur, c'est du silicium. Un arbre, quand il meurt, pourrit. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on observe, c'est ce qui se passe dans n'importe quelle forêt du monde. Le bois se décompose, les fibres se désagrègent, et en quelques décennies, parfois quelques siècles, il ne reste plus rien. Le carbone retourne au sol. Pourtant, il existe des troncs qui n'ont jamais pourri. Des troncs vieux de plusieurs centaines de millions d'années, parfaitement conservés, qu'on retrouve aujourd'hui dans des déserts. Et quand on analyse leur composition, ce n'est pas du carbone qu'on trouve, c'est du silicium. Une structure cristalline, dense, presque minérale. Une matière qui ne se dégrade pas, qui résiste à des pressions considérables et qui présente une régularité interne qu'on associe davantage à la géologie qu'à la biologie. On appelle ça du bois pétrifié, le terme est commode. Il suggère une transformation lente, un processus passif où la matière organique aurait été progressivement remplacée par des minéraux au fil du temps. Mais ce qui pose question, c'est la nature même de cette transformation. Parce que le silicium n'est pas un matériau que le vivant utilise pour se construire. Les plantes, les arbres, tout ce qui pousse sur cette planète fonctionne au carbone, pas au silicium. Alors comment un organisme carboné devient-il une structure silicatée sans perdre sa forme, sans s'effondrer, sans laisser la moindre trace de décomposition intermédiaire? Et ce n'est pas seulement la matière qui pose question. Les arbres les plus grands aujourd'hui, les séquoias de Californie, atteignent environ 100 mètres. C'est déjà considérable. Et à cette hauteur, la biologie atteint ses limites. Faire monter de la sève sur 100 mètres de haut contre la gravité demande une pression interne colossale. Au-delà d'un certain seuil, le système ne fonctionne plus. L'arbre ne peut plus s'alimenter. Il cesse de croître. C'est une contrainte physique, pas une question d'évolution ou de climat. Il y a une limite mécanique à ce qu'un organisme végétal peut soutenir. Cette limite tourne autour de 120, peut-être 130 mètres dans les conditions les plus favorables. Au-delà, le poids de la structure devient ingérable, la pression nécessaire devient impossible à maintenir et l'ensemble s'effondre sur lui-même. Pourtant, certains fossiles présentent des diamètres de troncs qui supposent des hauteurs bien supérieures. On parle de structures dont la base mesure plusieurs dizaines de mètres de large. Si on applique les proportions connues du vivant, ces dimensions impliquent des hauteurs de 200, 300 mètres, parfois davantage. Des échelles pour lesquelles aucun modèle biologique connu ne fonctionne. Et ce n'est pas seulement une question de sève, c'est aussi une question de charge. Un tronc de cette taille, fait de matière organique, devrait peser des dizaines de milliers de tonnes. Il faudrait une densité de fibres qu'aucun tissu végétal connu ne possède. Le bois, même le plus dur, a ses limites. Il plie, il casse, il s'écrase sous son propre poids à partir d'un certain seuil. Sauf que ces troncs fossilisés, eux, n'ont pas plié, ils n'ont pas cassé. Ils sont là, intacts dans leur forme, avec une géométrie parfois d'une régularité troublante. Des sections nettes, des surfaces presque lisses, des angles qui ne ressemblent pas à ce que produit une croissance organique chaotique. Alors soit ces structures obéissaient à des lois biologiques qu'on ne comprend pas, soit elles n'étaient pas biologiques au sens où on l'entend. Et dans les deux cas, ce qu'on observe ne correspond pas à ce qu'on explique. Ce qui est encore plus difficile à ignorer, c'est que ces anomalies ne se trouvent pas dans un seul endroit, isolé, comme une curiosité locale. Elles apparaissent partout. Si ces troncs fossilisés n'existaient qu'en un seul endroit, on pourrait les considérer comme une anomalie locale, une bizarrerie produite par des conditions exceptionnelles.
Mais ce n'est pas ce qu'on observe. On trouve ces structures en Arizona, dans ce qu'on appelle la forêt pétrifiée. On en trouve en Patagonie, dans le désert d'Atacama et sur les hauts plateaux d'Éthiopie. On en trouve aussi dans certaines régions de Mongolie, en Australie centrale et dans des zones reculées de Sibérie. Des continents entiers, des climats radicalement différents, des histoires géologiques supposément distinctes. Et pourtant, les mêmes formes, les mêmes compositions, les mêmes dimensions aberrantes. Et ce ne sont pas seulement des troncs couchés au sol. Il y a aussi ce qu'on appelle les colonnes basaltiques, ces formations verticales, hexagonales, empilées avec une régularité géométrique presque parfaite. La chaussée des géants en Irlande, Devil's Tower dans le Wyoming, les orgues de Fingal en Écosse. Des structures que la géologie officielle attribue à un refroidissement rapide de la lave qui aurait produit cette forme en se contractant. Mais là encore, quelque chose ne colle pas tout à fait, parce que ces colonnes apparaissent dans des endroits où l'activité volcanique n'explique pas tout, parce que leur régularité dépasse ce que le hasard thermique devrait produire, et parce que leur localisation suit un schéma qui ne correspond pas à la répartition classique des volcans. Il y a aussi les messas, ces plateaux tabulaires au sommet parfaitement plat, comme si quelque chose avait été tranché net. Il y a les buttes isolées, les cheminées de fées, les formations qu'on appelle parfois cheminées du diable. Des formes qui évoquent davantage des souches massives que des accidents géologiques. Toutes ces structures partagent une chose, elles ne ressemblent pas à ce que la nature produit quand elle travaille seule, lentement, sans direction. Ce qui trouble, ce n'est pas une anomalie, c'est la répétition. C'est le fait que des formes similaires apparaissent sur tous les continents, souvent dans des zones qui ne communiquent pas entre elles. Comme si, à un moment donné, quelque chose de cohérent avait existé à l'échelle planétaire. Quelque chose dont il ne resterait aujourd'hui que des fragments dispersés. Et la question qui vient naturellement, c'est quand ? Quand ces structures existaient-elles dans leur forme complète ? Et surtout, qu'est-ce qui les a réduites à l'état de vestiges ? Quand on regarde les couches géologiques, on s'attend à lire une histoire progressive, une évolution lente, des transitions douces, des changements étalés sur des millions d'années. C'est le récit standard. Les espèces apparaissent, se transforment, disparaissent graduellement. Le temps géologique est censé être patient. Mais ce qu'on observe dans les couches qui correspondent à cette période ne ressemble pas à une transition. Ça ressemble à une coupure, une ligne nette. Avant, il y a des traces massives de ces structures. Après, il n'y a plus rien. Pas de déclin progressif, pas de réduction graduelle de taille ou de densité, pas de lente adaptation à des conditions changeantes. Juste une présence, puis une absence. L'explication habituelle invoque des changements climatiques, des variations qui auraient rendu ces formes de vie non viables. C'est une explication confortable, parce qu'elle s'étale dans le temps et permet de rester dans le cadre du gradualisme géologique moderne. Sauf que le gradualisme n'explique pas une coupure franche. Il n'explique pas pourquoi ces structures disparaissent partout, en même temps, sur tous les continents. Ce qu'on voit dans les strates, c'est un avant et un après. Comme si quelque chose s'était arrêté, net. Et quand une disparition est brutale, mondiale et simultanée, le mot qui vient à l'esprit n'est pas évolution, c'est événement. Quelque chose s'est produit. Quelque chose d'assez massif pour effacer un système entier de la surface de la planète, sans laisser le temps à quoi que ce soit de s'adapter. Ce qui soulève une autre question, plus dérangeante encore. Si ces structures formaient un système cohérent, présent partout, et qu'elles ont été détruites d'un coup, alors à quoi servaient-elles ? Jusqu'ici, la question portait sur la nature de ces structures, ce qu'elles étaient, de quoi elles étaient faites. Mais il y a une autre façon de regarder le problème, une façon qui change tout. Au lieu de demander ce qu'elles étaient, on peut demander ce qu'elles faisaient. Parce qu'un système mondial, cohérent, réparti sur tous les continents, ce n'est pas juste une collection d'objets, c'est une infrastructure. Et une infrastructure, par définition, ça sert à quelque chose. Prenons les propriétés qu'on a déjà observées. Le silicium d'abord. Ce n'est pas un matériau anodin. C'est la base de toute l'électronique moderne, précisément parce qu'il conduit l'électricité de manière contrôlée.
Les semi-conducteurs, les circuits intégrés, les panneaux solaires, tout repose sur les propriétés électriques du silicium. C'est un matériau qui permet de capter, de stocker et de transmettre de l'énergie. Et ces structures fossilisées sont essentiellement des colonnes de silicium cristallisé orientées verticalement, plantées dans le sol. Ensuite, il y a la géométrie. Les colonnes basaltiques, avec leur forme hexagonale parfaitement régulière, évoquent quelque chose de très particulier. En physique, la structure hexagonale est celle qui permet la meilleure répartition des contraintes mécaniques avec le minimum de matière. C'est aussi une géométrie qu'on retrouve dans les systèmes de transmission d'ondes, dans les réseaux d'antennes, dans les configurations optimisées pour la propagation d'énergie. Ce n'est pas une forme que la nature produit souvent, mais c'est une forme que l'ingénierie recherche activement. Et puis il y a la question de l'atmosphère. Des structures de cette taille auraient eu un impact considérable sur les échanges gazeux planétaires. Si elles fonctionnaient comme des organismes végétaux, leur effet cumulé aurait été massif. Assez massif pour stabiliser une composition atmosphérique à l'échelle de la planète entière. Ce ne serait plus une forêt au sens où on l'entend. Ce serait un système de régulation globale, une sorte de machinerie planétaire. Ce qui est troublant, c'est que ces trois propriétés, conductivité électrique, géométrie optimisée, impact atmosphérique, ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires, comme si ces structures avaient été conçues pour remplir plusieurs fonctions à la fois. Capter l'énergie, la distribuer et maintenir un environnement stable. Ce n'est pas le portrait d'un accident évolutif, c'est le portrait d'un système intégré. Et une fois qu'on commence à voir ces structures sous cet angle, il devient difficile de revenir en arrière. Parce que tout ce qui semblait étrange, la matière, la taille, la répartition, la disparition brutale, commence à s'organiser autour d'une logique différente. Pas la logique du vivant qui pousse au hasard et s'adapte lentement. La logique de quelque chose qui a été construit, qui fonctionnait et qui a été détruit. Ce qui amène à une question qu'on ne peut plus éviter. Si ce système existait et qu'il remplissait une fonction vitale à l'échelle planétaire, alors qu'est-ce qu'il a remplacé ? Et surtout, qu'est-ce qui a changé une fois qu'il n'était plus là ? Regardons maintenant une carte. Pas une carte géologique, pas une carte scientifique, une carte des grands déserts actuels. Le Sahara, le désert de Gobi, l'Oudbak australien, le plateau iranien. Des étendues immenses où presque rien ne pousse, où le sol est sec, minéral, hostile à toute forme de vie complexe. Pourtant, les légendes anciennes de ces régions parlent d'autre chose. Les mythologies égyptiennes évoquent une époque où le Sahara était vert. Les traditions nordiques décrivent Yggdrasil, un arbre cosmique dont les racines reliaient les mondes. Les récits amérindiens mentionnent des arbres géants qui touchaient le ciel. Les textes sumériens parlent de forêts primordiales d'une densité inimaginable. On retrouve ces motifs partout. Comme si des cultures sans contact entre elles avaient gardé la mémoire d'un paysage radicalement différent. Et quand on superpose ces récits aux localisations des structures fossilisées, quelque chose d'étrange apparaît. Les zones où l'on trouve les vestiges silicifiés sont souvent les mêmes zones qui sont aujourd'hui des déserts. Comme si là où il y avait autrefois ces structures massives, il ne restait plus que du vide. Ce qui a changé aussi, c'est l'atmosphère elle-même. Les études sur les bulles d'air piégées dans les roches anciennes montrent que la composition atmosphérique de cette époque était différente. Le taux d'oxygène était plus élevé, peut-être 30-35% contre 21% aujourd'hui. La pression atmosphérique était probablement supérieure. Un environnement où des organismes géants pouvaient respirer, se déplacer, exister. Un environnement que les formes de vie actuelles ne supporteraient pas. Et puis, il y a les forêts modernes, celles qu'on connaît, celles qui couvrent encore une partie de la planète. Des arbres qui dépassent rarement 100 mètres, des troncs faits de carbone qui pourrissent, qui brûlent, qui se décomposent. Des organismes fragiles à l'échelle géologique qui n'ont rien à voir avec les structures massives, silicifiées, quasi indestructibles qu'on a décrites. Ce ne sont pas les descendants de ces géants,
Ce sont autre chose, une forme de vie adaptée à un monde différent. Un monde avec moins d'oxygène, moins de pression, moins de stabilité atmosphérique. Ce qu'on commence à voir, c'est que le monde actuel n'est peut-être pas un état naturel. C'est peut-être un état de conséquence. Un environnement qui s'est reconfiguré après la disparition du système précédent. Un environnement plus pauvre, plus instable, mais adapté à des formes de vie plus petites, plus fragiles, plus dépendantes. Et si c'est le cas, alors une question devient inévitable. Cette reconfiguration a-t-elle profité à quelque chose ou à quelqu'un? Il y a une dernière chose à considérer. Si le monde actuel est bien un état de conséquence, un environnement reconfiguré après la destruction d'un système planétaire, alors tout ce qui vit aujourd'hui est adapté à cet après. Les forêts modernes, les animaux, les écosystèmes et nous. L'humanité respire un air à 21% d'oxygène. Nos corps fonctionnent à cette pression, dans cette atmosphère, avec ces contraintes. Nous ne survivrions pas dans l'environnement d'avant, celui où ces structures géantes existaient, où l'air était plus dense, où tout était calibré différemment. Ce monde-là n'était pas fait pour nous, mais celui-ci, oui. Ce qui laisse une question, une seule, qu'il est difficile de formuler sans sentir quelque chose bouger sous ses pieds. Si l'ancien système a été détruit, et si le monde actuel est devenu compatible avec notre existence précisément après cette destruction, alors que sommes-nous exactement? Les bénéficiaires d'un accident? Les occupants d'un espace libéré? Ou autre chose? Quelque chose qui n'aurait pas pu exister avant.